Healing starts when we name what we notice, understand how trauma shows up in our culture, and treat mental health with the same seriousness and compassion we would give to any other part of the body. Welcome to Community TV. We are the Humura Mental Health Team, a team of graduates in various fields of mental health dedicated to raising awareness and creating spaces to promote mental health and well-being. We're invited to answer questions about mental health, trauma, and healing that were asked by the community anonymously. I am here with Furaha, Lena, and Pasha, and myself, Yuhi. La première question était: peut-on considérer la spiritualité, la prière et la foi comme un substitut à la thérapie? Est-ce un véritable moyen de guérison ou une façon d'éviter nos blessures? Pour pouvoir répondre à cette question, il est essentiel de comprendre comment notre peuple a historiquement abordé la souffrance et pourquoi la spiritualité a toujours été au cœur du processus de guérison. Traditionnellement, dans la culture rwandaise, la spiritualité et la communauté étaient des outils essentiels de guérison. Dans la société rwandaise ancienne, le processus de guérison était guidé non seulement par les aînés de la famille, qui apportaient sagesse et conseils, mais aussi par des guérisseurs traditionnels et religieux, considérés comme des intermédiaires entre le monde des vivants et le monde spirituel. Ces guérisseurs jouaient un rôle central en pratiquant des rituels et des cérémonies ancestrales destinées à rétablir l'équilibre, l'harmonie et le bien-être. Par exemple, lors des soins effectués par le Mufumu, l'aide des divinités et des ancêtres était invoquée pour apaiser et guérir l'esprit. Les malheurs, qu'il s'agisse de maladies, de détresse émotionnelle ou d'épreuves de la vie, étaient souvent interprétés comme l'influence d'esprits malveillants ou comme des perturbations de l'équilibre spirituel. La guérison ne consistait donc pas seulement à traiter les symptômes, mais aussi à s'attaquer aux causes spirituelles et sociales de la souffrance. En reconnectant les individus à leur famille, à leur communauté et à l'ordre moral et spirituel plus large. Ce contexte met en lumière un aspect important de la guérison spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'atténuer les symptômes, mais aussi de redonner sens et but aux expériences et aux défis et aux blessures que chacun porte. Historiquement, la spiritualité reliait les individus à leur communauté, offrait espoir et soutien et créait un cadre pour comprendre la souffrance. Les rituels tels que la prière ou la méditation constituaient de puissants outils de régulation émotionnelle et de soutien collectif. Même au sein des traditions religieuses modernes, la spiritualité n'est que rarement considérée comme un substitut complet aux conseils ou aux soins. Le christianisme, par exemple, souligne l'importance de la sagesse et du conseil éclairé dans Proverbe 11-14, tandis que l'islam encourage à la fois la prière et la recherche de traitements médicaux. Dans tous les cadres spirituels, le consensus est que la foi offre sens, présence et espoir, tandis que la thérapie structurée fournit des méthodes dédiées au traitement émotionnel et au travail sur le traumatisme. La spiritualité permet aux individus d'explorer des questions profondes qui émergent du traumatisme. Comment donner un sens à la tragédie, à la souffrance, à la trahison et à la perte? Que signifie le fait que des êtres humains puissent causer de grandes souffrances à d'autres? Ce sont des questions fondamentalement spirituelles, pertinentes que l'on suive l'hindouisme, le christianisme, l'islam, ou même qu'on ait une vision du monde séculaire ou nihiliste. Ces dernières années, la spiritualité a été de plus en plus intégrée dans la pratique thérapeutique et la recherche clinique. Des études montrent que l'incorporation de la religion et de la spiritualité dans la psychothérapie peut améliorer de manière significative les résultats, notamment pour la dépression, l'anxiété et la gestion de la maladie. À l'échelle internationale, les politiques de santé mentale se sont orientées vers une approche dite de rétablissement, qui place l'expérience vécue et les besoins de la personne au centre. Ce cadre holistique reconnaît que le rétablissement ne se limite pas à la réduction des symptômes, il inclut également la connexion, l'espoir, l'identité et le sens de la vie.
Les traitements biologiques ou pharmacologiques sont importants, mais les dimensions spirituelles et relationnelles jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la résilience et de la croissance d'une personne. Pour conclure, la spiritualité, la prière et la foi sont de véritables moyens de guérison. Elles apportent sens, espoir et connexion. Cependant, elles ne peuvent pas remplacer la thérapie. L'approche la plus efficace combine souvent les ressources spirituelles avec des interventions thérapeutiques structurées, permettant aux individus de traiter leur traumatisme tout en conservant un sens de but et d'appartenance. Another person asked, how can one find their identity when they are simultaneously burdened by the expectations of their family and those of their host country? Finding your identity in this space isn't about choosing one culture over the other. It's about learning how to integrate both. Many people grow up feeling pulled in different directions, but research and lived experience show that the strongest identities are often bicultural or hybrid ones. This means honoring your family's heritage, language, and values while also adapting to the realities and opportunities of the host country. Keeping both languages alive, for example, allows you to stay connected to your roots while fully participating in society. It's also important to remember that identity is not all or nothing. You are allowed to pick and choose what resonates with you from each of the cultures rather than accepting everything out of obligation. Strong family and community ties don't weaken integration. If anything, they often provide the emotional grounding needed to navigate multiple worlds with confidence. Psychologically, identity is not fixed. It evolves as you explore what matters to you and decide what you want to carry forward. Spiritually, many traditions remind us that identity emerges from balance between inner truth, ancestral inheritance, and lived experience. Over time, what once felt like tension can become a strength. People who integrate their cultures often develop greater adaptability, creativity, and self-confidence. Your identity, then, is not a compromise between two worlds. It's something unique that you create by bringing them together. I like to think of this using the analogy of cooking sombe. Every family that enjoys preparing and sharing it has their own process, preferences, and combination of ingredients when it comes to cooking. The final result differs in every household. Think of the times you've eaten it at someone's house. How similar or different was it from the kind that you make at home? This variety is a direct reflection of, as well as a combination of elements passed down from ancestors and your personal preferences. Consequently, the recipe will change as you pass it down to your children, and again, once they add their personal touch and pass it down to their children, and so on and so forth. The result is a beautiful display of preservation of culture, recipes, maintaining the core elements of what's important to all of us without compromising the quality and variety that our unique and beautiful personalities contribute to the rich tapestry of our community. What values, traditions, or ways of being from each culture feel most true to who you are? Which ones are you ready to let go of? Ikibazo kindi twakiriye kirabaza ni iyihe mpamvu kuganira ku byerekeye santé mentale muri communauté bigoranye, cyangwa pourquoi c'est si difficile de parler de santé mentale dans nos communautés. Ni ikibazo cyiza. D'après ce que montrent les observations, si impamvu imwe gusa ahubwo ni ihuriro ry'amafacteurs atandukanye ariko afitanye isano qui influence la façon dont nous percevons la santé mentale cyangwa les luttes intérieures. D'abord, il y a l'aspect de la stigmatisation cyangwa se akato. Mu gihe kirekire ibibazo byo mu buzima bwo mu mutwe byafatwaga nk'ubusazi, était assimilé à la folie cyangwa considéré comme un signe de folie. Cela a entraîné des sentiments de honte, d'isolement et de culpabilité. Aujourd'hui, on commence à entendre davantage dans nos communautés des mots comme dépression ou anxiété, ce qui permet peu à peu une meilleure distinction et compréhension. Ariko, malgré cela, les effets de la stigmatisation restent, la peur des rumeurs et de l'exclusion restent bien réels. Et dans des petites communautés ou des communautés soudées comme les nôtres, cette peur pousse encore beaucoup de gens ou de personnes vers le silence et l'isolement plutôt que vers la connexion.
Il y a l'aspect culturel aussi. Culturellement, dushyira agaciro kanini kuri valeurs zo kwihangana no gukomera, la persévérance et la ténacité. And mu miryango myinshi ahanini twatojwe gukemura ibibazo byacu mu ibanga, ou pour beaucoup d'entre nous, on n'a tout simplement pas grandi avec l'habitude ni même les mots pour parler de la douleur émotionnelle ou des luttes intérieures. Et puis, il y a l'aspect historique, trauma intergénérationnel. Kubera amateka y'igihugu cyacu, abenshi muri génération zitubanziriza portent une douleur profonde et des vrais traumas, étant survivants du génocide contre les Tutsis en 1994. Souvent, les parents ou survivants évitent de parler de leur vécu pour protéger la jeune génération. Ce silence est une forme de force, mais aussi de protection. Mais ce silence laisse des blessures émotionnelles sans explication ou des traumas qui ne sont pas nommés. À la longue, un traumatisme non exprimé peut finir par sembler normal, ce qui rend encore plus difficile de le nommer ou d'en discuter. Hanyuma hakaza l'aspect spirituel. Mu mafamiye menshi la foi est centrale, niho hambere duhungira iyo turi guca mu bintu bikomeye cyangwa tudasobanukiwe. Niyo mpamvu on se tourne souvent d'abord vers la religion ou les guérisseurs traditionnels. Mais cette perception peut retarder le diagnostic, donc la guérison, et renforcer l'idée que les problèmes de santé mentale sont spirituels plutôt que biologiques. Et enfin, il y a la question du manque de cadre de services de santé mentale culturellement adaptés. La thérapie de style occidental, surtout pour ceux de la diaspora, peut sembler étrangère ou déconnectée de nos manières culturelles de comprendre la souffrance. Lorsque les services de santé mentale ne reflètent pas les valeurs ou la réalité des gens, ils ne paraissent pas pertinents et l'idée même de parler de santé mentale peut sembler étrangère. Comment accompagner quelqu'un qui refuse l'idée de la thérapie? Twafasha dute umuntu utumva cyangwa wanze igitekerezo cya thérapie. Icya mbere ni ukwibuka ko iyo umuntu refuser la thérapie, ce n'est généralement pas ou nécessairement pas par mauvaise volonté. Cette hésitation vient souvent des peurs réelles. Comme twabivuze hejuru, il y a la stigmatisation, les qu'en dira-t-on, la peur d'être vu différemment, ko ishusho yawe mu muryango cyangwa mu nshuti yahinduka. Et pour les personnes qui portent un traumatisme, la thérapie peut donner l'impression de réouvrir des blessures douloureuses. Il faut aussi reconnaître, comme on le disait tantôt, le décalage culturel. Beaucoup de modèles de thérapie occidentale, surtout pour ceux de la diaspora, ne semblent pas toujours culturellement adaptés. Ugasanga haruko abantu wenda batizisangamo cyangwa batisanisha nazo. Alors, une approche utile, c'est de respecter le rythme de la personne et d'accueillir son hésitation avec curiosité. Au lieu d'essayer de comprendre, peut-être simplement écouter et chercher à comprendre ce qui les met mal à l'aise, kugerageza kumva cyangwa gusobanukirwa impamvu bimugora cyangwa se impamvu yanga iyo idée. Il est aussi important de se rappeler que la guérison a plusieurs chemins. La thérapie professionnelle cyangwa counseling n'est qu'une option parmi d'autres. Hari type zitandukanye za psychothérapie, hari na sorte zitandukanye za thérapie, hari art thérapie, music therapy, groupe de parole, movement, dance ou des approches communautaires qui valent la peine d'être explorées. Niba thérapie atari ikintu umuntu ari kwisangamo bwa mbere. Et enfin, en tant que communauté, nous avons aussi un rôle à jouer, surtout pour ce qui est de la stigmatisation. Amagambo, tuvuga, kugabanya les qu'en dira-t-on. Dans les milieux professionnels, garantir la confidentialité, kugira ngo abantu bumve icyizere yuko they're in safe spaces. Et enfin et surtout, nous éduquer pour que la santé mentale devienne quelque chose que l'on comprend plutôt que quelque chose que l'on craint. The next question is, how do we create emotional safety at home without projecting our fears onto our kids? And how do we teach safety without teaching fear? A common concern in our community is how to ensure that the next generation does not go through the same hardships. We can pass on our history without instilling fears in our children. Parents can decide the most appropriate way to tailor the information given to their child. The way we share the information must match with the child's age, maturity, and emotional capacity. Accurate information can be given, but it's important to avoid finding imagery.
Historical truth can be preserved while keeping a safe space for healing. The message that should resonate with the children should be, bad things happened, but you are not in danger, and you don't have to carry my fear. We recommend avoiding teaching hatred or blame. This is prevalent in our community, and studies show that our parents in our community often communicate through warnings. Children learn about harm without learning to live with fear and suspicion of other people. In our discourse, hard truth should be paired with messages of hope, resilience, to give courage to the next generation. In simple words, we should educate rather than alarm, empower rather than frighten, and give tools rather than threats. We also want to add that the parent's emotional regulation is the most powerful safety lesson of all. Children mirror the adult's nervous system. In other words, a child feels safe when the parents feel safe. This is achievable through calm boundaries, mindful presence, and emotional attunement. Question number 5 was, how do you recognize an intergenerational trauma and how do you start to repair it? So let's start first with a definition of what an intergenerational trauma is. Intergenerational trauma refers to trauma symptoms manifesting in descendants of trauma survivors in the absence of a direct trauma experience. Intergenerational trauma is transmitted from parent to child through human biology mechanism, social patterns of silence and disclosure of genocide experience, and children's and youth everyday contact with a traumatized parent. These can be seen, for example, in studies that have shown that children of survivors are more prone to suffer depression, anxiety, panic attacks, and PTSD compared to their peers. Some studies have even highlighted different gene expressions for mothers exposed to the genocide and their offspring. This suggests a potential biological pathway for trauma transmission across generations. Other studies have highlighted the occurrence of children of survivors who experience trauma symptoms very similar to the ones of the adults that have survived, including Ihahamuka. Comment est-ce que notre communauté peut briser le trauma intergénérationnel quand la plupart des familles ne sont pas confortables à parler de leurs émotions? Est-ce qu'on peut vraiment se libérer d'un trauma sans en parler? Et est-ce que ça nécessite toujours de la confrontation? Dans les communautés où il est difficile de parler de ses émotions, pour briser le traumatisme intergénérationnel, il faut commencer par créer des espaces sécurisants plutôt que de forcer de grandes conversations émotionnelles. Cela peut se traduire par de vérifier comment va la personne, l'adoption d'une communication saine et calme, et apprendre à nommer ses émotions. Des études démontrent que le fait de révéler les expériences traumatisantes à nos proches peut contribuer à atténuer les symptômes et à même réduire les risques de développer un trauma. Parler du traumatisme aide à accepter l'expérience et à lui donner un sens. Éviter de discuter du traumatisme avec les enfants protège les parents de la douleur émotionnelle liée au fait de la raconter. Lorsqu'il est trop difficile de parler d'un trauma, il existe d'autres moyens d'y faire face. Le trauma peut être surmonté par des actions et pas seulement des mots. En suivant une thérapie, comme lorsque cela est possible, en adoptant des pratiques parentales plus saines et en fixant des limites et en offrant la sécurité et la stabilité aux enfants. Même s'il est difficile de parler de ses émotions, des comportements sains et cohérents peuvent changer la vie de la personne et la génération suivante. La guérison ne passe pas seulement par la parole, mais elle nécessite de s'impliquer physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Il existe aussi une idée préconçue selon laquelle briser le traumatisme intergénérationnel implique nécessairement une confrontation. La confrontation est optionnelle. Même si la guérison nécessite de briser le cycle et les habitudes héritées, le changement peut se produire en douceur. Les recherches sur les systèmes familiaux montrent que lorsqu'une personne modifie son comportement de manière cohérente, la dynamique familiale tout entière peut évoluer au fil du temps. Les psychologues décrivent cela comme le changement intergénérationnel. C'est le fait de réagir consciemment et différemment de ce que l'on a appris en grandissant. Cela peut se faire en choisissant des habitudes émotionnelles ou des styles parentaux ou des modes de communication plus sains. Recognizing intergenerational trauma begins with awareness. Understanding the trauma doesn't always look the same across cultures, and it doesn't always come from events that we personally have lived through. In many families, especially those shaped by migration, conflict, or survival, trauma may appear as silence, emotional distance, constant stress, or the belief that rest and vulnerability are unsafe. Becoming aware of these patterns is essential, because awareness allows us to respond
rather than react. The brain is an organ, just like the heart or the lungs, and long-term stress and trauma affect how it functions. When families have lived in survival mode for generations, the brain adapts to danger, even when the danger is no longer present. This isn't a personal failure, it's biology. Knowing this allows us to practice preemptive care. When we recognize that we may be at risk for inherited stress responses, we can be more intentional about protecting our mental health. This means creating routines that support rest, emotional regulation, connection, and healthier coping strategies. Repair doesn't mean blaming past generations. It means acknowledging what was carried and choosing to care for ourselves differently. Healing starts when we name what we notice, understand how trauma shows up in our culture, and treat mental health with the same seriousness and compassion we would give to any other part of the body. Can healing happen without the participation of your entourage, or is it ultimately a solo journey? Traditionally, healing was not really just a solo journey. It was deeply communal. It involved one's individual circle, so their family or the wider support system. If we're talking about intergenerational trauma, this becomes even more important. Trauma doesn't just affect one person, it touches families and can shape entire communities. So it makes sense that healing also involves those same circles. Of course, healing can begin individually, and one can start the work on their own. And one person's growth can shift the emotional tone of a family. But in some cases, for that healing to be sustainable, having some level of support or involvement from others in the family can help make a lasting difference. We also see this reflected in research. Programs that involve community participation, including community-led initiatives, tend to show better outcomes. People report improved well-being and a stronger personal sense of recovery. Community spaces such as churches, youth programs, and cultural associations can become places where people learn about well-being and healing in ways that feel culturally respectful. Research shows that collective healing is strongest when it connects psychological tools with cultural values like community support and resilience. So in short, healing can start as a solo step, but in some cases, depending on what someone is working through, it can become deeper and more lasting when it's not done alone. Support from family, friends, and trusted community spaces can help sustain the progress you make. Before we end this, we want to have a disclaimer. Please know that the information given during this segment does not replace professional help or advice. We thank you for tuning in, and we hope that you share this with the community.